Hey, bonjour à tous. C'est Pablo Mira pour 168. Je suis en pleine crise d'hypoglycémie. J'ai appuyé sur REC. Je me sens pas bien. Je dois manquer de sucre ou de sucre. Je ne sais pas. Mais il se passe un truc dans mon corps. Il est possible que l'épisode de 168 dure 2 minutes ou alors qu'il dure 2 heures et qu'il y ait 2 minutes de blabla et 1h58 de juste moi qui. Et c'est ça pendant 2 heures. Je peux m'écrouler à n'importe quel moment. Vraiment, ça peut arriver. Écoutez, c'est pas grave. C'est aussi ça, la vie. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre quotidien est plaisant. J'espère que votre quotidien est festif. J'espère que vous faites l'amour. J'espère que vous avez des moments de grâce. J'espère que vous fendez bien la margoulette. J'espère que vous mangez bien. J'espère qu'il fait chaud. Ah, j'espère que vous avez des amis. J'espère que vous avez de la famille. Hein. J'espère que vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec les autres. J'espère que vous êtes Charlie. Quoi vous raconter de nouveau dans ces 168 dernières heures? C'est le concept, vous le savez. 168, nombre d'heures qu'il y a dans une semaine. Vous êtes vif, c'est bien. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Des fois, il se passe rien. Puis des fois, il se passe des choses avec des réflexions qui me traversent. Il s'est passé quelques petites choses. Cette semaine, rien de bien spectaculaire, mais quand même, il s'est passé des choses. La première chose qui s'est passée, c'est en fait une deuxième chose. En tout cas, une deuxième occurrence. J'ai utilisé le mot occurrence, j'ai une éducation, ok. J'ai un BTS. Non, j'ai fait ma chronique dans le quotidien mardi, comme tous les mardis depuis la rentrée. Ça s'est bien passé. Je suis content, la chronique prend bien. Et c'était avec du public dans le quotidien, parce qu'en fait, cette saison, ils veulent remettre du public quand il y a notamment des gros lives de musique et tout ça. Et donc c'est plutôt cool et c'est tombé, il se trouve, sur le jour où j'étais là. Et la semaine d'avant aussi, pareil avec Ed Sheeran. Hasard du calendrier, ça fait plaisir. Mais le truc, c'est que c'est très 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 plaisant de faire des vannes avec du public. Mais le problème, c'est que ça va pas durer toute la saison. Donc faut pas que j'y prenne trop goût. Mais c'est quand même le jour et la nuit quand on fait des vannes. Quand on est journaliste, c'est autre chose. Mais quand on fait des vannes, c'est vraiment le jour et la nuit, en télé en tout cas, de faire des blagues avec et sans public. Alors, j'y ai réfléchi et j'ai une analogie, j'ai une parabole ou une métaphore ou une comparaison, appelez ça comme vous voulez. En gros, pour moi, pour moi, je dis bien de mon point de vue strictement personnel, faire une chronique humour sans public, c'est un peu comme se masturber. Ça peut être plaisant, c'est parfois un peu glauque, c'est parfois tu te sens un peu seul, mais voilà, c'est comme se masturber. Faire une chronique avec du public, c'est comme si tu faisais l'amour à quelqu'un d'autre. Donc dans les deux cas, il peut y avoir du plaisir, mais le plaisir que ça te donne quand il y a du public, ça n'a aucun rapport euh, en termes de quantité, de qualité de plaisir et tout ça. Et je pense que quand on regarde une émission, là on va parler de celle-ci, mais ça pourrait être n'importe laquelle, c'est la même chose. C'est quand on regarde quelqu'un faire une chronique sans public, bah c'est un peu comme si on regardait quelqu'un du sexe, j'allais dire opposé ou le même qui nous attire, donc moi une femme, c'est comme si je regardais une femme qui se masturbe sur une vidéo porno, je trouverais ça excitant. Ça peut être excitant. Ça, c'est la chronique sans public. Mais si je regarde une chronique drôle avec du public et qu'elle marche, c'est comme si je voyais une vraie vidéo porno d'un couple en train de faire l'amour. C'est excitant aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup plus excitant que de juste voir une seule personne se faire plaisir toute seule. C'est l'analogie que j'ai établie cette semaine. Ça m'a pris des heures et des heures pour essayer de bâtir ce parallèle. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, écoutez, on a fait 2 chroniques là en 2 semaines avec du public. Ça s'est très bien passé. J'étais très content aussi. Pourquoi? Parce que bah, depuis le début de la saison, il n'y avait pas de public. Donc, par définition, et que la chronique, elle prenait, mais je ne savais pas si elle prenait chez les gens, en fait. Est-ce que les vannes qui étaient là étaient capables de faire rire les gens chez eux et tout ça? J'avais du retour un peu sur le plateau, mais j'avais pas super d'autres retours, et je vais pas trop sur les réseaux sociaux. Euh, et donc... euh, et donc là, le fait d'avoir du public, d'avoir 140 personnes, puis des gens qui viennent voir, a priori, pas,
qui sont pas des très grands fans de la chronique, puisqu'ils venaient voir surtout Ed Sheeran et Coldplay, puisque c'était les deux lives qu'on avait ces 2 dernières semaines. Et de voir que ça les a fait marrer, ça m'a rassuré sur le fait que cette chronique-là, à cet endroit-là, avec cette écriture-là, elle pouvait plaire à un public, être divertissante, quoi. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement. N'hésitez pas à ne pas me dire ce que vous en pensez. C'est important de ne pas échanger les points de vue. Tout le monde échange trop de points de vue en ce moment. Arrêtons d'échanger les points de vue, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors ça m'est revenu aussi avec le début de cette saison en télé. Alors c'est très très, on va dire propre, pas propre à la télé, mais en gros, quand on a un petit peu de notoriété, moi j'ai un tout petit peu de notoriété. Je pense que je suis à 10% en termes de notoriété pour la France. À l'échelle mondiale, je dois être à 0,007% de notoriété. Euh, et souvent, vous savez, on dit des gens qui sont des personnalités publiques, il a pris la grosse tête, blablabla, il a le melon, blablabla, 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 blablabla. Et c'est vrai, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont des égos surdimensionnés, qui sont des personnes vaniteuses ou narcissiques ou égocentriques dans ce milieu-là. Alors moi, je connais surtout un peu le milieu télé, radio, divertissement, culture, humour, ce genre de choses, un peu journalisme aussi. Et c'est vrai qu'il y a des très très gros égos, mais je tenais à dire, et parfois moi aussi je me rends compte que j'ai un ego complètement niqué, qui part dans tous les sens et sur lequel il faut bosser. Et bien ce que je voulais vous dire c'est ça, c'est qu'en fait quand on bosse dans ce genre de profession, euh, qu'on commence un peu à tout doucement percer et qu'on commence à choper une place qui marche bien, les gens vous reconnaissent, blablabla, et ben ça demande du boulot. En tout cas, moi, ça me demande du boulot pour arriver à ne pas prendre la grosse tête et à rester une personne psychologiquement normale. Je vois très très bien tout ce que ça crée sur le cerveau quand tu fais quelque chose qui se passe bien ou qui se passe mal aussi, hein, mais que tu reçois un trop grand nombre de stimuli du type ah, c'est trop génial ce que tu fais, je suis trop fan de ta chronique ou de ton boulot ou de ton humour et tout ça. Bon, bah, ça, si tu reçois ça une fois par semaine, normalement, t'as pas besoin de bosser pour rester stable. Mais si tu reçois ça 12 fois dans une demi-journée, à un moment donné, ton cerveau, il va faire une opération. Il va dire, bon, attends, il y a toutes ces personnes qui me disent que ce que je fais c'est bien, donc je suis quelqu'un de bien, donc tout ce que je fais est bien. Et c'est là que tu commences à devenir un espèce de connard ou une espèce de connasse. Et pour essayer de ne pas céder à ce truc, à cet appel-là, et ben ça demande du boulot. Ça demande du boulot. En tout cas, moi je dis, ça me demande du boulot. Alors, c'est pas du tout du boulot avec les proches, parce que souvent on dit oui, les proches, c'est à l'entourage de dire quand il y a quelqu'un qui pète un câble et qui lâche la rampe, comme on dit. Ça marche jamais, ça, hein. Même si tu dis à des proches, vous me prévenez quand je deviens un connard, ils te préviennent, et puis le jour où ils te préviennent, tu fais, bah, mais taisez-vous, vous comprenez rien à ce que je vis, quoi. Mais en tout cas, euh, ça demande du boulot. Psy, spiritualité, introspection, ouverture de chakra grâce au feuilleté au jambon. Vous utilisez ce que vous voulez comme méthode, mais ça demande un peu de boulot sur soi. Je pense que ça en demande aussi, tout simplement, même dans les professions qui ne sont pas médiatisées, mais je pense juste les professions où on peut connaître du succès, où on a des responsabilités, où on gagne beaucoup d'argent, ce genre de choses. En gros, quand on commence à peser socialement, ça demande du boulot, je pense, sur soi pour avoir un ego normal. Mais moi, ça m'en demande pas mal, hein. Et encore aujourd'hui, hein, c'est un peu le boulot permanent. C'est un peu comme une salle de sport. Voilà. C'est pour éviter d'avoir des espèces de bourrelets d'ego comme ça, d'avoir de la peau d'orange d'ego. Et bah, faut que j'aille à la salle. Faut que j'aille à la salle et que je fasse du gainage d'ego comme ça, pour qu'il sue comme ça et qu'il reste fit comme ça là, qu'il reste bien beau comme ça, sans excès. Euh, mais ça demande du boulot régulièrement. C'est pour ça que je ne me souhaite pas un énorme succès. Parce que quand je vois avec un succès très 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 moyen comme est le mien, ce que ça demande comme boulot, je pense que si un jour je devais avoir un vrai succès plus grand, je pense que je deviens une très très grosse merde humaine. Ah, je vous le dis. C'est prévu. Au début, je pense que je commencerai à bosser un petit peu et après, je me ferai submerger par un tsunami de vanité et de narcissisme. Et là, je deviendrai
Un véritable connard. Voilà. Bref. Tiens, puisqu'on parle de ça, un sujet qui est pas très très loin. Qui est pas très très loin. On est sur un truc lié au succès social, un peu à l'embourgeoisement. C'est la première classe. C'est la première classe. Écoutez, je vais vous dire, on se dit tout. Hein, ça, c'est une phrase à la baba. Hein, on se dit tout ici. Non, je vous dis les choses. J'ai quasiment toute ma vie voyagé en seconde classe en prenant le train. Alors, j'ai vraiment pris le train à partir de mes 20 ans. Avant ça, je le prenais très, très, très rarement. L'avion, quasiment jamais. C'était de la caisse, 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 des kilomètres, des centaines de kilomètres. Et donc, je prends le train depuis à peu près l'âge de mes 20 ans, et ça va faire depuis 2018, donc ça va faire 3 ans, que je prends le train en première classe. Quand je dois bouger sur une date, une dédicace ou un truc comme ça. Donc c'est tout récent. Euh, c'est depuis en gros que je fais du spectacle et que j'ai un producteur qui veut que je sois confort dans mes trajets et tout ça. Et donc bref, voilà, je prends la première classe, voilà. Et bah comment quand même la première classe, comment que c'est un peu mieux que la deuxième classe. Je suis désolé de le dire. Je dis ça parce que j'ai fait petite erreur de logistique. J'ai fait un voyage en seconde classe là, cette semaine. Bon, bah c'est moins bien quand même. Le siège, le velours là aussi, bah, le velours de la seconde classe, il est bizarre. C'est du velours, on dirait un peu du crépi quoi. Il y a du sang après qui sort de tes avant-bras si tu poses tes bras sur le velours de la seconde classe quoi. Alors que la première classe, les accoudoirs, bon bah les accoudoirs de la première classe, ils sont grands comme le couloir du milieu de la seconde classe. C'est à peu près ça l'idée. En plus, il peut bouger en arrière comme ça. Il y a des prises, il y a des petits endroits pour des gobelets, il y a des... Enfin, c'est bien, c'est mieux. À un moment, le confort, il faut se le dire, hein, moi je suis pas pour trop de confort. Je suis pas pour trop de confort parce qu'après, si on prend le pli de trop de confort, eh ben le retour en arrière, quand il y a toujours un moment de déconfort, il pique un peu. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu cette semaine. Donc je suis pas pour trop de confort. Mais à un moment donné, il faut juste se rappeler que c'est vrai que le confort, c'est c'est un peu mieux, quoi. C'est un peu mieux. Donc là encore, hein, l'éternel écartèlement qui est le mien, vous me connaissez, je suis un être d'écartèlement, un être de contradiction, un être de paradoxe. Euh, je suis perdu dans cette recherche de toujours plus de confort. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Les lombaires, elles peuvent se détendre. Et puis cet ascétisme un peu rugueux, un peu frugal, ça. Hein. Voilà. En gros, je suis pris entre le train de vie de Kenny West et celui de Pierre Rabhi. Voilà, la moitié de mon âme part d'un côté, l'autre moitié part de l'autre. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire à propos de la première classe. Est-ce que vous trouvez ça pitoyable de trouver que la première classe, c'est mieux que la seconde classe? Envoyez-moi vos messages sur mon adresse mail. Pas de mail arrête d'envoyer des mails.net. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Oh, j'ai fait cette chose. Alors, j'ai fait un gala. J'ai fait un gala en Belgique, à Rochefort. Euh, J'aime toujours jouer en Belgique. Les gens sont sympathiques. Non, c'est vrai. Je suis obligé de le dire, je ne suis jamais tombé sur des Belges pas sympathiques. Ça va arriver, il y en a sûrement. Il y a forcément des Belges pas sympathiques. Mais je crois que ça doit être 1,7% de la population. Donc on tombe très rarement dessus. Et donc bref, j'ai fait un gala à Rochefort. Et j'étais très content. Les gens étaient très gentils, les organisateurs, les collègues que j'ai vus aussi au gala. Il y avait qui? Il y avait Alex Vizorek, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Frédéric Fromet et Constance. Que des gens que j'aime bien, extrêmement sympathiques. On rigole bien avec eux. Mais je n'aime pas les galas. Je suis désolé de le dire. Je suis pas un très grand fan de galas. Il y a des aspects que j'aime bien dans les galas. J'aime bien généralement la façon dont on est reçu, c'est plutôt sympathique. J'aime bien croiser des collègues et rire avec eux. Mais il y a un truc avec le public des galas, l'événement. Il est, euh, il est particulier, le public des galas. En tout cas, des galas où il y a plein d'humoristes différents comme ça. Euh, je trouve bizarre. C'est des gens qui aiment trop de choses différentes. En fait, voilà, c'est ça. C'est des gens qui aiment trop, qui ont trop des goûts différents
ils habitent dans le même secteur, ils habitent, bref, à côté de la salle, dans la région de la salle. Ils viennent parce que il y a un beau plateau, la salle elle est bien, c'est connu, c'est installé culturellement. Mais, ils ont tellement des goûts différents que l'énergie est trop basse, en fait. Ils peuvent aimer un peu tout, mais ils aiment rien fortement, fortement, fortement. Et donc, ou ça arrive que il y a un artiste qui cartonne parce qu'il résonne particulièrement avec cette salle ce soir-là, et puis il sort du lot, quoi. Et inversement, il peut y avoir un artiste qui ne cartonne pas du tout, du tout, du tout, qui fait un four, et puis c'est pas grave, il a son public ailleurs. Mais je trouve que c'est des moments particuliers, quoi. C'est des moments particuliers. On n'est pas vraiment face à son public, personne n'est vraiment face à son public, et puis on a l'impression de ne pas se rencontrer vraiment, quoi. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue sur les différents galas. J'en ai fait quelques-uns. C'est un peu le sentiment que j'ai. Après, c'est bien aussi de le faire et de se confronter un petit peu à des gens qui ne sont pas ton public. Euh, Ça, c'est un petit peu utile aussi quand même, hein, de sortir de sa zone de confort, quoi, d'aller chercher les gens, comme on dit. Mais non, non, mais c'est pas inintéressant. Mais c'est pas le truc le plus sympathique et le plus plaisant du monde dans ce métier-là. Puisqu'on parlait des gens, j'ai fait une dédicace à la Fnac de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Ça va être mon coup de cœur de la semaine. J'ai fait une dédicace de mon livre, Pourquoi vous faisiez ça, hein, sur les non-sens et les absurdités de la vie. Et j'ai été reçu par la Fnac de Saint-Quentin. Et je dois dire que ce sont probablement les gens les plus gentils que j'ai rencontrés depuis très 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 longtemps. Ça veut pas dire que j'ai pas rencontré d'autres gens gentils, mais eux sont dans un degré de mignonnerie supérieur. C'est le caviar de la mignonnerie. Non, non, je tenais à le dire. Souvent, les dédicaces de bouquins, ça peut être un peu fatigant parce qu'en fait, parfois, on est là 2 heures et puis au fait, il y a des gens qui viennent, mais au fait, les 2 heures ne sont pas remplies parce que je suis pas non plus Barack Obama ou Eric Zemmour en termes de dédicaces. Mais donc parfois, tu as un peu des temps morts, machin, tu te fais un peu chier et tout. Et puis des fois, ça se passe très bien, il y a plein de monde et tout ça. Et puis des fois, c'est entre les deux. Mais là, c'était genre parfaitement, c'était pas trop l'usine de la dédicace, c'est-à-dire que c'était pas déshumanisant, tu vois, on avait l'impression de vraiment de pouvoir discuter avec les gens. Très très bien reçu, trop bien reçu. Là pour le coup, ils m'ont reçu non pas en première classe, ils m'ont reçu en classe ultra premium jet privé. Là, c'était trop de gentillesse à la Fnac de Saint-Quentin. Je le dis trop. J'aurais aimé qu'on m'agresse, qu'on me jette un petit caillou, qu'on me mette une lame de rasoir dans ma tisane à la camomille. J'aurais voulu un truc comme ça. Mais là, j'ai été excessivement bien reçu. Mais tant mieux. Et donc, j'adore les dédicaces quand ça se passe comme ça, que tout le monde est content, que le public est content, que je suis content, que les organisateurs le sont aussi. Voilà, je tenais à dire, vous pouvez aller voir les gens de la Fnac de Saint-Quentin. Les autres Fnac, je sais pas. Je vais pas m'avancer pour les autres Fnac. Mais les gens de la Fnac de Saint-Quentin, ça vaut le coup de faire 70 kilomètres pour rencontrer ces gens-là et parler de littérature ou de jeux vidéo aussi. 70 kilomètres, pas plus, parce qu'après, bon, bah, ça sert à rien de faire 100 bornes pour une Fnac, hein, on va se le dire. Mais 70 kilomètres, ça peut être le max. Voilà, je vous ai donné mon petit conseil, vous savez tout. On va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite d'être aussi gentil que les gens de la Fnac de Saint-Quentin et de rencontrer des gens aussi gentils qu'eux. Je vous fais de gros bisous. Vous prenez soin de vous. Vous restez Charlie et disruptif. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine. Ou si vous suivez mes activités d'ici là, bon bah voilà, on peut se parler sur tout ce qui est réseaux sociaux. Allez, je vous fais des bisous. Bessos.